profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Peine capitale. Vous vous souvenez peut-être qu'en juin 2021, la première exécution télévisée en direct d'un condamné à mort s'était déroulée sans accroc. Il s'agissait de l'une des émissions télévisées les plus attendues de ces dernières années, et même, je suppose, du XXIe siècle. Les mois qui ont précédé l'événement ont été riches en controverses. Il y a eu des affrontements entre les manifestants et les partisans. Les manifestants estimaient que le grand public, et en particulier les enfants, ne devaient pas être soumis à une telle barbarie. Les partisans ont fait valoir que le visionnage n'était pas obligatoire et que les parents pouvaient empêcher les enfants de le voir s'ils estimaient qu'il était nécessaire de les protéger. De plus, cette diffusion aurait un effet dissuasif important sur de nombreux criminels en puissance et en activité. À tort ou à raison, la décision avait déjà été prise et approuvée par toutes les agences gouvernementales concernées. Lorsque l'annonce a été faite en janvier, la question est devenue le principal sujet de conversation de tous les hommes, femmes et enfants. Les gens ont discuté autour de la fontaine à eau de leur lieu de travail. Des inconnus en ont parlé dans le métro, les bus et les salles d'attente des médecins. Les écoliers en parlaient à la récréation et dans tous les vestiaires des gymnases. Partout, on pouvait écouter les conversations depuis les tables de restaurants adjacentes. Tout le monde avait une opinion, et tout le monde était curieux de savoir comment les choses allaient se dérouler. Le criminel s'appelait Arlan Wade Forrester, connu sous ces 3 noms comme la plupart des tueurs en série. Toutefois, avant sa capture, le public le connaissait sous le nom de tueur au baron rouge, parce qu'il avait laissé à chacune de ses victimes une croix de Malte soigneusement gravée dans le bas de leur dos. Il était l'exemple même de l'être humain le plus vil. Au cours des 3 années qui ont précédé sa capture, il a réussi à enlever et à assassiner 23 personnes, principalement des adolescentes, mais aussi parfois des hommes et des femmes adultes. Il avait toujours laissé leurs cadavres à l'air libre, posés dans des situations des plus ordinaires. Par exemple, l'une de ses victimes a été retrouvée tôt le matin, au lever du soleil, assise sur un banc public, la main posée paume en l'air sur ses genoux. La main était remplie de graines d'oiseaux et les pigeons volaient et mangeaient dans sa paume. Une autre personne a été découverte tard dans la nuit dans un wagon de train à Chicago, appuyée contre la fenêtre comme pour regarder le paysage qui défilait. Elle avait des écouteurs en place et un lecteur MP3 en marche. Il en va de même pour chacune de ses victimes. L'une a été retrouvée au volant d'une voiture dans un parking de Kmart. Une autre encore se détendait dans une chaise de jardin sur sa terrasse arrière, avec des lunettes de soleil et un verre contenant un petit parapluie. Toutes ces victimes étaient entièrement vêtues. Elles semblaient toutes aller parfaitement bien et être normales jusqu'à ce qu'on les aborde. Les incidents ont eu lieu dans 9 États du Midwest. À mesure que le nombre de cadavres augmentait, la panique s'installait. Les faits divers se succèdent sans discontinuer. Il est devenu de plus en plus rare de voir des adolescentes sortir toutes seules. Elles ont commencé à tout faire en groupe, par 2 au minimum. Les gens ne restaient dehors tard dans la nuit que s'il le fallait absolument. Beaucoup ne sortaient pas du tout après la tombée de la nuit, et si quelqu'un était surpris en train de dormir ou de se reposer sans bouger dans un lieu public, on l'approchait avec une grande prudence, car il était considéré comme la prochaine victime potentielle du Red Baron Killer, le tueur baron rouge. Le jour où l'on a annoncé qu'il avait été capturé, les grandes villes ainsi que les petites villes ont poussé un soupir de soulagement collectif. Le soulagement a gagné la population et les choses sont revenues à la normale. Les gens ont repris le cours de leur vie sans avoir à penser à ce fou. Le procès d'Arlan Forrester a passionné la nation. Il était sans conteste l'homme le plus détesté d'Amérique. Et si vous posiez la question à n'importe qui, il vous dirait qu'il avait hâte de le voir payer pour ce qu'il avait fait. Il se trouve que leur souhait a été exaucé.
La procédure judiciaire a fait l'objet d'une grande publicité. Mais il ne s'est pas passé un jour sans que les chaînes d'information locales et nationales ne fassent le point sur l'évolution du procès. Certaines chaînes avaient déjà cherché un cas à utiliser comme précédent. Mais deux facteurs principaux ont conduit à ce que le cas de Harlan soit choisi comme le premier à faire l'objet d'une exécution télévisée. Le premier facteur est qu'il était coupable sans l'ombre d'un doute. Après la collecte et la présentation de toutes les preuves d'ADN et d'empreintes digitales, il avait avoué tous les meurtres et en avait même divulgué 2 qui n'avaient jamais encore été découverts. Il était hors de question que la chaîne autorise l'exécution d'un criminel en direct à la télévision s'il n'y avait ne serait-ce qu'une infime chance qu'il soit innocent. Deuxième facteur, tout le monde voulait sa mort. Comme indiqué précédemment, l'opinion du public sur Harlan était comparable à celle de Charles Manson ou d'Adolf Hitler. Si la chaîne devait agir, c'était le moment. La tempête était parfaite. Le procès s'est achevé en décembre 2020 et Harlan a été condamné à la peine de mort par injection létale. L'exécution a été immédiatement programmée pour le lundi 21 juin 2021 à 18h. Cette brièveté de la procédure judiciaire est quasiment inédite, mais des circonstances particulières ont été rencontrées en raison de la nature de l'affaire et afin de maintenir l'intérêt du public pour la diffusion imminente de l'exécution. Le jour de l'exécution de Harlan, le pays tout entier et de nombreuses autres parties du monde se sont retrouvés pratiquement à l'arrêt. Les gens ont pris leur journée pour préparer leur maison à des soirées de visionnage. Ceux qui devaient travailler ce jour-là s'assuraient que les téléviseurs des salles de pause et de conférence étaient capables de capter la chaîne qui avait remporté l'appel d'offres pour la retransmission. À l'approche de 18h, il y avait de moins en moins de voitures sur les routes, jusqu'à ce que presque toutes les zones métropolitaines du pays ressemblent à un désert post-apocalyptique. Le temps s'est arrêté. Et nous avons tous regardé, rivés à nos téléviseurs et à nos appareils. Ce moment est devenu l'un de ceux que les gens n'oublieront jamais. Tout comme c'est le cas pour les attentats du 11 septembre, ils se souviendront toujours de l'endroit où ils se trouvaient et des personnes avec qui ils étaient lorsqu'ils l'ont vu se produire. En septembre 2021, j'ai assisté à la vente aux enchères de la succession d'un homme nommé John Radcliffe. Il était mort seul quelques jours auparavant, victime d'une apparente violation de domicile. Il n'avait pas de testament et aucun parent proche ne voulait réclamer ses biens. L'État a donc pris en charge la vente de ses effets personnels. J'ai toujours aimé me rendre à des ventes aux enchères comme celle-ci, car de temps en temps, je tombais sur une affaire trop belle pour la laisser passer. Cette vente aux enchères n'a pas fait exception à la règle. En tant que cinéphile, j'ai été très enthousiaste lorsque le lot numéro 312 a été mis en vente. Il s'agissait de 2 grands bacs en plastique remplis de films Blu-ray et DVD. J'ai estimé qu'il y en avait probablement 200 ou plus. Pendant la vente de ce lot, j'ai levé la main à plusieurs reprises jusqu'à ce que je sois le seul enchérisseur restant. J'ai souri, sachant que j'avais fait une excellente affaire pour la modique somme de $57. De retour chez moi cet après-midi-là, j'étais impatient de commencer à déballer et à cataloguer le contenu des bacs. En retirant le couvercle du premier bac, ma première pensée a été « je vais devoir acheter d'autres étagères ». Mais c'était un problème auquel je ne voyais pas d'inconvénient à faire face. J'ai passé des heures à déballer les films et à les ranger par ordre alphabétique sur le sol de mon salon. C'est ce que j'ai trouvé au fond du deuxième conteneur qui m'a laissé perplexe. Une petite clé USB non marquée. J'ai d'abord haussé les épaules et les mis de côté pour continuer mon catalogage. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela me turlupinait. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai branché la clé. La clé contenait un seul fichier audio intitulé rbkexecution.mp3. RBK étaient les initiales du tueur en série Red Baron Killer, le tueur Red Baron. J'ai double-cliqué dessus. Le clip audio commença par un bruit démesuré. La personne qui enregistrait tâtonnant avec le microphone. Il s'est ensuite stabilisé dans le sifflement régulier du bruit de fond ambiant.
Je suis John Radcliffe. Commence l'enregistrement. Et j'ai le sentiment que je dois partager mon histoire. Cela fait des semaines que cela me préoccupe et je veux m'en débarrasser. Il fait une pause et se racle la gorge. J'ai participé à l'exécution en direct de Harlan Wade Forrester, le tueur Baron Rouge. Le directeur adjoint de la prison où il était détenu m'a contacté 2 jours avant son exécution et m'a demandé si je voulais y participer. Je n'avais aucune idée de la raison à l'époque. Ce n'est que lorsque j'ai été escorté à la prison et que j'ai été informé par le directeur que j'ai vraiment compris ce qui se passait. Il y eut une autre pause, puis un bruit comme s'il avait bu une gorgée de bouteille, qui laissa place à un sifflement plus ambiant. Vous voyez, j'ai été choisi parce que je ressemble beaucoup à Harlan. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et je suis d'accord, je lui ressemble vraiment. Eh bien, il se trouve qu'Harlan s'est échappé de sa cellule de prison la veille. Ne me demandez pas comment il a fait. Ils n'ont pas voulu m'en dire plus. Le fait est qu'il voulait procéder à l'exécution pour le bien du public. On en avait tellement parlé, des millions de dollars avaient déjà été dépensés pour le contrat avec la télévision, la publicité, etc. J'entends un autre verre de bouteille. Il ne voulait tout simplement pas que tout le monde retourne en mode panique, vous savez ? Non seulement ça, mais la prison avait besoin de sauver la face. Il y aurait eu de trop lourdes conséquences si les supérieurs avaient découvert que le Baron Rouge s'était échappé sous leur surveillance. Et donc, comme dit le vieil adage, le spectacle doit continuer, show must go on. Je suis resté allongé comme ils me l'ont demandé. Je n'ai pas bougé d'un poil. J'ai été un acteur parfait. Lorsque tout a été dit et fait, et que les caméras ont été éteintes, on m'a fait un compte-rendu. On m'a donné une compensation financière et on m'a dit de ne jamais parler de tout cela à qui que ce soit. J'ai dû signer un tas de documents à cet effet, puis ils m'ont laissé partir. Il y a eu une pause un peu plus longue, puis un autre cliquetis de bouteilles et une autre gorgée. Techniquement, en m'enregistrant de la sorte, je ne le dis à personne. Je l'enregistre juste pour ma propre conscience. J'ai besoin de mieux dormir. Puis j'entends un autre sifflement ambiant avant que le dispositif d'enregistrement ne s'éteigne. J'étais en état de choc. Je ne savais pas du tout quoi faire de cette information. C'était comme si j'étais tombé sur la preuve que l'alunissage avait été truqué, et que j'étais la seule personne sur Terre à le savoir. Sauf que dans ce cas, il y avait au moins une poignée d'autres personnes qui étaient au courant de la mascarade. J'avais besoin de réfléchir. J'ai allumé ma télévision, celle-là même sur laquelle j'avais vu un certain John Radcliffe simuler la mort d'Harlan Forrester en juin même. Le journal télévisé du soir était diffusé, et à ma grande surprise, il y était question de la mort de John Radcliffe. La jeune femme qui présentait le journal avait du mal à garder son calme pendant qu'elle lisait les lignes de son téléprompteur qui racontait que l'autopsie de John avait révélé une croix de Malte gravée dans le bas de son dos.